concept de l'économie verte, on peut dire qu'il a été vulgarisé à la conférence de Rio plus 20. C'est-à-dire en 2012, on a eu la conférence de Rio qui était censée être une session d'évaluation de la conférence, en tout cas du sommet planétaire de Rio 92. À cette réunion de Rio plus 20, il a été constaté que le développement durable n'avait pas été véritablement opérationnalisé comme on l'espérait. Et pour les Nations Unies et beaucoup d'autres acteurs, ce qui avait manqué pour véritablement opérationnaliser ce concept de développement durable, c'était d'abord l'absence de cadre institutionnel dans la plupart des pays, mais aussi un outil concret capable véritablement de rendre opératoire tous les principes qui avaient été émis jusque-là et qui sont restés des principes tout à fait valables pour mettre en œuvre le développement durable. C'est ce qui a amené un peu l'économie verte. On parlait d'abord d'économie verte tout court et ensuite pour montrer à quel point la question de l'équité, la question de la prise en compte des groupes vulnérables et la question de la prise en compte des pays les moins avancés était importante dans la mise en œuvre de ce concept de développement durable. Il a été rajouté l'épithète inclusive. Alors, le PNUE, qui a le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été le véritable porteur de cette économie verte inclusive et qui a d'ailleurs publié un certain nombre de documents sur la question, définit l'économie verte inclusive comme une économie non seulement qui minimise l'utilisation des ressources naturelles, des actifs naturels, qui minimise l'empreinte écologique des activités humaines sur les ressources et qui minimise également le niveau de risque de pollution, risque d'aggravation du changement climatique et autres dans l'activité économique. Parce que tout simplement, si on continue au rythme où on consomme les ressources, au rythme où on pollue les ressources, parce que, attention, la consommation est une chose, mais nous consommons et nous rejetons. Nous rejetons beaucoup de choses. Et ce que nous rejetons contribue à dégrader le milieu duquel on attend ces ressources. Mais si cette tendance se poursuit, il nous faudra peut-être dans très peu d'années 2 ou 3 autres planètes pour pouvoir nous fournir les ressources dont on a besoin. Ça veut dire que déjà nous sommes dans une situation d'endettement par rapport aux ressources parce que nous prélevons bien plus que la nature n'est capable de nous donner comme ressources, bien plus que le rythme de renouvellement de ces ressources. Il n'y a qu'à prendre juste le poisson. On mange de plus en plus de toutes petites dorades, alors qu'avant, on avait des poissons quand même assez gros, parce que nous ne laissons pas à ces dorades et autres le temps, non seulement de se reproduire, mais de grandir, d'arriver à maturité pour qu'on les consomme. Mais à ce rythme-là, les ressources piscicoles ne se renouvelleront pas. Et il en est de même au niveau végétal, il en est de même au niveau des sols
à qui on demande énormément et chaque année faisant disparaître ce qu'on appelait traditionnellement la jachère, c'est-à-dire le temps de repos en fait, des sols pour qu'ils puissent garder encore leur fertilité et leur productivité. Le citoyen n'a qu'à juste faire une petite introspection pour voir est-ce que les produits qu'il avait à sa disponibilité, à sa disposition, sont toujours là. Première question. Le poisson se raréfie. Je l'ai cité tantôt. Le poisson se raréfie. On me dira, oui, mais c'est parce que le poisson il est exporté en Europe. Oui, c'est une des causes. Mais vous avez vu la mer, elle est tellement vaste. Avant, nous avions vraiment du poisson à profusion et toutes sortes de poissons. Aujourd'hui, le poisson noble a disparu. Les gens se sont retournés vers la sardinelle, qu'on appelle traditionnellement au Sénégal le yaboy. Mais le yaboy vient de disparaître pratiquement également. On en trouve de moins en moins et il est de plus en plus cher. Donc, le citoyen doit se poser la question de savoir, mais tous ces produits dont je disposais relativement facilement, y compris les fruits et tout ça, et que je ne retrouve plus, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et tout le monde, de ce point de vue, peut être chercheur. Parce qu'il faut juste se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Pourquoi? Et maintenant, si on ne comprend pas, on peut aller vers peut-être d'autres personnes qui sont plus informées, qui ont peut-être les connaissances, parce que travaillant dans ce milieu, pour expliquer. Mais nous avons, nous aussi, à côté de cette attitude de questionnement que nous demandons aux citoyens, nous avons aussi, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, en tant que journalistes et tout ça, nous avons le devoir d'informer, mais d'informer simplement, à partir d'exemples relativement simples, pour que les gens puissent prendre conscience que quelque chose est en train de changer. Et surtout pas de changer dans le bon sens. Et qu'il y a, bien sûr, quelque chose à faire. Le génie de l'homme est suffisamment fort, est suffisamment important pour transformer des situations assez difficiles en opportunités. Et Dieu nous a donné cette intelligence, fort malheureusement, dont nous ne profitons pas suffisamment. Je crois qu'il faut prendre conscience. Quand on a pris conscience, il faut avoir la volonté de changer. Mais il faut surtout prendre conscience que c'est changer ou périr. C'est changer ou périr. Parce que regardez ce qui est en train de se passer avec le changement climatique. Les pertes énormes que l'on subit quand il y a sécheresse. Le bétail, mais quand le bétail s'en va, quand les cultures s'en vont, c'est les hommes qui suivent, parce qu'ils vivent de ce bétail. Quand il y a des pluies exceptionnelles et des inondations, ce que l'on perd, des gens qui en deviennent fous, parce qu'ils ont tout ce qu'ils avaient rassemblé durant toute une vie, ils le perdent, parfois en une ou deux nuits. Les maladies, hein, les pandémies qu'on a à répétition, avec leur lot de morts, vous avez pu voir avec le coronavirus, mais sont des événements en lien avec cette dégradation de l'environnement, cette dégradation du climat que nous connaissons. Si cela n'est pas suffisant vraiment pour servir de sonnette d'alarme, c'est que vraiment nous sommes dans un processus suicidaire.
juste dire que des formations comme celle-là que nous faisons sont très importantes, mais il faut pas rester au niveau de l'acquisition de la connaissance. Nous sommes interpellés par rapport à l'action. Et chacun de nous doit pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de geste anodin. Parce que le geste le plus anodin pour sauver ce qui mérite d'être sauvé, quand une personne le fait, ça n'a aucun sens. Mais quand 16 millions de Sénégalais le font, et quand je ne sais combien de millions d'Africains le font, cela peut avoir un impact. Chaque citoyen a le devoir de faire quelque chose. Mais pour faire, il faut être informé et il faut être motivé. Je pense que ce type de formation, au-delà du fait qu'il informe et offre des connaissances, doit pousser à la motivation.